Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce dimanche au forum Le Monde Nouveau. Nous vous accueillons dans cette salle d'Antigone 1 et nous allons ensemble parler de la mer et des océans avec deux invités prestigieux qui sont avec moi. Francis Vallat, vous êtes armateur, vous avez été armateur pendant plus de 30 ans. Vous êtes connu, entre autres, pour votre guerre contre les navires poubelles. Vous êtes président d'honneur de l'Institut français de la mer. Vous avez cofondé les Mardis de la mer. Vous avez co-créé les Assises de la mer aussi. Vous êtes président d'honneur fondateur du cluster maritime français et président d'honneur aussi de SOS Méditerranée. On pourrait encore développer vos engagements parce qu'ils sont très nombreux au service de la mer, des océans, de la mer Méditerranée, de tout ce qui fait la défense de notre belle planète et dont dépend sa survie aujourd'hui. Et puis à vos côtés, Marc Chevalier. Bonjour Marc, vous avez été PDG de la compagnie maritime La Navale Française, président du comité des armateurs français et vous êtes aujourd'hui donc, vous avez été pendant 14 ans président de l'Institut français de la mer. Aujourd'hui, vous êtes au Césaire, vice-président délégué, et vous présidez la commission Méditerranée littorale. Vous êtes aussi vice-président du Parlement de la mer Occitanie, où vous êtes président de la commission déchets. Donc, avec vous deux, qui êtes deux membres de l'Académie de marine et qui connaissez très bien la mer, son univers, du côté professionnel, mais aussi du côté de ses souffrances. On va pouvoir aujourd'hui, ce matin, en 30 minutes, 45 minutes plus exactement, essayer de faire le tour un petit peu des craintes, des dangers, mais aussi des raisons d'espérer. Alors, Francis Vallat, on va commencer avec vous. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour débuter ces échanges qu'on va avoir sur la biodiversité mer et océan ? D'abord que c'est impressionnant pour les deux jeunes gens que nous sommes de parler dans le cadre d'une séance inspirante. Mais bon, on va essayer de répondre à ce défi. Écoutez, d'une manière générale, et on y reviendra, ce que j'ai envie de dire quand on parle de la mer, d'abord c'est de souligner son importance énorme dans notre vie, qui bien souvent est méconnue, mais même si elle commence à être de plus en plus connue. Sans la mer, sans les océans, c'est simple, les hommes n'existeraient pas, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la santé, ni sur le plan même de la respiration, etc. Donc une importance extraordinaire. Face à cette importance, le fait que c'est un monde fini, un monde fragile, un monde agressé, et un monde encore très largement inconnu. Et donc quand vous combinez évidemment cette importance extraordinaire pour la vie humaine de la mer, et d'autre part les dangers qui la menacent, il en ressort que nous sommes condamnés, alors autant le faire avec enthousiasme, nous sommes condamnés au développement durable. Et face à ce défi absolument énorme qui est le développement durable, et qui ne doit plus être de la communication, mais qui doit se transcrire dans des actions extraordinairement importantes et extrêmement urgentes, parfois les bras vous en tombent et on se dit mais sera-t-on capable de faire face à ce défi que nous allons vous illustrer, Marc et moi? Et là, plutôt que de faire partie des pessimistes, j'aimerais dire un mot et illustrer là aussi, concrétiser les raisons d'espérer pour qu'en sortant de cette rencontre, on ait au moins inspiré aux uns et aux autres l'envie d'aller combattre parce que, un, ça vaut le coup, et deux, on peut encore gagner. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais on peut encore gagner. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on va reprendre quelques-uns de ces éléments, à commencer par l'importance de la mer, vous l'avez dit, d'un point de vue économique. Alors, point de vue économique, il y a tellement de choses à dire, mais disons des choses un peu globales et qui marquent les esprits. Aujourd'hui, déjà, tout ce qui est relié à la mer, c'est la deuxième activité du monde, avec 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La première activité étant tout ce qui est relié à la nourriture, avec 2000 milliards. Donc toutes ces activités maritimes, largement devant l'espace, l'aéronautique, les télécommunications, etc. Deuxième activité du mondial. La troisième étant, au passage, je le dis, la drogue, avec 1000 milliards, avant tous les autres secteurs que j'ai cités. C'est une incidente. Et elle va passer, c'est les études de l'OCDE, et pas simplement, c'est vraiment, je ne peux pas vous citer là toutes mes sources, mais c'est du sérieux,
elle va passer de 1 500 milliards à 2 500 milliards, disons, dans les 15 ans qui viennent, à peu près. 1 000 milliards de plus, c'est énorme, dont 500... Alors c'est d'une part les activités traditionnelles, le transport, la pêche, dont on reparlera, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs chances et leurs dangers, et c'est aussi un tas d'activités nouvelles qui se développent autour de la biomarine, de la biotechnique, de toutes les ressources, en fait, de la pharmacie, des énergies renouvelables, des cosmétiques, des sous-sols marins, de l'aquaculture, etc. Donc, tout ça, donc on va à cette augmentation de 1 000 milliards, et sur la même période, un passage de 30 millions d'emplois directs dans le monde à 40 millions d'emplois directs. Donc c'est énorme. Alors, on vient de faire un point sur l'importance économique et maintenant l'importance de la mer par rapport au climat. Vous avez raison. Non, mais attendez. Oui. Oui, vous m'avez posé l'économie. Oui, absolument. Parce que le rapport du GIEC de 2019 détaille les conséquences de la poursuite des émissions de gaz à effet de serre sur les océans, de l'importance que peut avoir ces changements climatiques, en particulier l'augmentation de la température qui limite le brassage de l'eau. Il y a un tas d'aspects. Et encore, le GIEC, il faudra à nouveau qu'il fasse un rapport complémentaire. Comme on l'avait demandé et obtenu après la COP 21, bizarrement, ces grands experts internationaux avaient oublié de parler des océans. Alors là, il y a tout un chapitre dans le dernier rapport, mais qui est insuffisant. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, oui, l'alerte est chaude, parce que les océans, il faut absolument que je le dise, représentent 60% de la machinerie climatique mondiale, 60%. Beaucoup plus que les forêts dont on parle tout le temps, l'Amazonie comprise, que naturellement il faut sauver, qui font partie des poumons de la planète, mais c'est rien à côté des océans qui font 60% de la machinerie climatique. Quasiment une respiration sur 2 que nous faisons est permise par la mer. Donc, si la machine se dérègle, si les océans meurent ou sont trop gravement malades, c'est sûr que l'humanité ne pourra pas continuer à vivre. Et parallèlement, et ça c'est l'aspect positif des océans, il y en a un autre d'ailleurs, qui est que les océans absorbent à peu près 20%, 20 à 30% selon les experts, des émissions négatives de carbone, etc. que nous faisons. Donc là aussi, sans les océans, la machine climatique se dérègle complètement. Le problème, mais on y reviendra, ça fait partie du paragraphe suivant, c'est que toute cette activité océanique, cette puissance, cette capacité, cette efficacité des océans a comme contrepartie que les océans s'abîment. Je prends un exemple, ces émissions absorbées par les océans acidifient l'océan et les empoisonnent peu à peu. Et l'augmentation, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'augmentation de la température qui réchauffe les eaux de surface empêche le brassage qui fait remonter les nutriments pour nourrir la surface des eaux profondes. C'est un des aspects, avec les modifications du plancton, etc., on y reviendra, mais cette augmentation des températures entraîne des modifications de courant, menace même parmi les courants les plus importants. Moi, je m'étonne de voir que les médias sur le GIEC n'ont pas retenu cette alerte qui est faite en disant que le Gulf Stream est menacé. Si le Gulf Stream disparaît demain, l'Europe ira évidemment très très mal. Donc il y a des brassages de courant, il y a un tas de conséquences, de menaces sur les équilibres, certains étant déjà, comment dirais-je, prouvés et très probablement irréversibles. Par exemple, on voit aujourd'hui très bien monter la température des océans en même temps que la température climatique du sud vers le nord. Donc vous avez des poissons qui hier étaient tropicaux, qu'on trouve aujourd'hui en Méditerranée, vous avez des bateaux qu'on trouvait en Méditerranée qu'on trouve aujourd'hui en Bretagne, vous avez des disparitions d'espèces ou bien des modifications d'espèces. On ne s'explique pas, mais on pense que ça vient de là, par exemple, la raréfaction de la sardine en Atlantique, mais surtout aussi ce que personne ne sait, enfin, beaucoup de gens le savent puisque j'en parle. Moi, je ne suis pas moi-même un expert, mais ce que le public ne sait pas, c'est en même temps, sans qu'on ait encore clairement d'explication, la diminution de la taille des sardines, par exemple.
Donc il y a un tas de phénomènes qui sont en cours. Tu vas en parler. Alors justement, Marc Chevalier, je le disais, vous êtes au Césaire, vous vous occupez de la commission Méditerranée. Depuis un certain nombre d'années, vous avez mené des études sur cet écosystème méditerranéen au Césaire et émis des recommandations. Déjà, au niveau des études, vous avez mené une première étude sur ce changement climatique. Oui, alors on a fait une étude dans le cadre du Césaire sur alors juste, je rappelle, le Césaire, c'est... Conseil économique et social régional. Et environnemental. Et environnemental, pardon. Et justement. donc, là-dessus, la Coalition Méditerranée Littoral Affaires internationales s'est penchée sur différents sujets, sur les ports, sur l'incidence, sur la pêche, je dirais quelques mots, et sur le changement climatique sur notre littoral, puis aujourd'hui sur les plastiques. Alors, je voudrais revenir sur les propos de Francis à propos de l'océan et de la mer. L'océan, c'est 70% de la surface de la planète. C'est 50% de notre oxygène, 30% des gaz à effet de serre et 90% de la chaleur industrialisée par les pays industrialisés. Donc c'est quand même un élément très important. Alors pour la Méditerranée, il est important de savoir qu'il y a 22 pays riverains autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, 530 millions, dont 160 millions sont sur le littoral, représentés par 84% des pays du Sud, 16% des pays du Nord. C'est un élément très important parce que quand on va parler de la pollution méditerranée, évidemment, ça concerne tous ces pays riverains. Alors, sur le changement de climat, qu'est-ce que nous devons trouver ? Notre littoral occitanien est en grand danger parce qu'il y a une submersion marine indiscutable. Il y a des plages comme celle du Raco, à côté de Perpignan, qui sont complètement... qui n'existent plus. Et à terme, si on suit le rapport du GIEC, qui annonce une élévation de température de 4 degrés d'ici à la fin du siècle, ça veut dire que la Camargue est sous l'eau, que les stations balnéaires et tout le littoral occitanien au niveau de l'hôtellerie de plein air sera immergé. Donc il y a un problème très important pour protéger ces plages, pour protéger ces côtes, mais c'est un phénomène irréversible. On a pris, la Méditerranée a augmenté de 2 degrés en température en 30 ans, elle a augmenté de 13 cm, et si le rapport du GIEC est effectivement... se réalise, il est évident qu'on aura des submersions marines très importantes. Donc sur le plan économique, et je vous rappelle que le tourisme représente 8 millions de touristes, et c'est la deuxième recette de l'Occitanie après l'agriculture et l'agronomie, si on n'a plus de plages de plein air, si on n'a plus de tourisme sur la côte, parce que, le littoral est submergé, et 2, parce que la pollution marine fait que, je pèse mes mots, mais la Méditerranée peut devenir une mer morte. Elle ne se renouvelle que tous les 90 ans, et le plastique demeure au fond des mers pendant 120 ans ou 130 ans. Donc aujourd'hui, on est dans une hypothèse méditerranéenne extrêmement grave, et changement climatique plus pollution, ça a fait quelque chose d'important. Alors pour revenir à ce que disait Francis sur les sardines et les anchois, quelques chiffres. En 2007, les 5 criées occitaniennes, Port-Vendre, Port-la-Nouvelle, Agde, Sète et le Gros-du-Roi, vendaient 33 000 tonnes de poissons. La criée de Port-Vendre, compte tenu de la sardine dont je vais vous parler, a fermé il y a 6 ans. En 2021, ces criées ont vendu 8 000 tonnes de poissons. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 25 000 tonnes de poissons bleus, sardines et anchois sont toujours là. La biomasse n'a pas changé, mais ces sardines ne grossissent plus. Elles gardent toute leur puissance et toute leur force pour se reproduire, mais le plancton est pollué par un changement de température, par tout ce que nos stations d'épuration envoient. Et la preuve, c'est que quand on les met à l'Ifremer dans les laboratoires, avec un plancton normal, elles regrossissent. C'est dire qu'il y a vraiment un problème de ressources. Le merlu, le poisson le plus pêché en Méditerranée, faisait adulte 24 cm, il fait aujourd'hui 17 cm. Il en est le même pour le rouget. Donc, changement climatique, pollution générale. Je rappelle que, je vous informe que sur les villes de plus de 20 000 habitants, il y a simplement 40% des villes qui sont équipées de stations d'épuration. On parle des rives du Sud, bien sûr. Et nous n'arrivons pas, avec nos stations d'épuration en Europe, dans les pays industriels, à régler le problème des médicaments et des contraceptifs, qui sont un enjeu de pollution considérable. Alors, à Sète, juste un mot, il y a une station d'épuration extraordinaire qui va être mise en place, qui coûte 70 millions. C'est la seule en Méditerranée, mais elle réglera 70% des problèmes, mais pas tous.
Donc on a un vrai sujet de pollution des eaux, changement climatique, plastique, dont on reviendra tout à l'heure. On va y revenir. Alors, troisième point, c'est l'importance de la mer du point de vue des ressources. Si on peut développer un petit peu cet élément. Alors, donc vous avez des ressources qui sont des ressources traditionnelles, qui se développent énormément, avec, comme toujours, dans la vie, le tout et son contraire. Par exemple, le transport maritime, hein, qui est aujourd'hui transporte 80 à 90% de toutes les marchandises sur le plan international, 12 milliards de tonnes. L'explication est toute simple, hein, pour transporter 25 tonnes de Shanghai au Havre, 25 tonnes, ça coûte moins cher qu'un billet en classe économique d'avion. Donc, autrement dit, le monde est devenu un village, c'est le phénomène de la mondialisation. Et quand vous achetez, même aujourd'hui, alors que les prix du transport explosent, quand vous achetez un aspirateur au supermarché, le coût de cet aspirateur, et c'est bien une partie du problème, construit en Chine, le coût du transport dans cet aspirateur représente 1 euro. Alors, comme il est construit pour moins cher là-bas, évidemment, on se fait envahir par ces produits. Alors, sur le plan de la climatologie, en revanche, et quoi qu'on en dise, parce qu'il y a ce problème d'émission des navires dont on parle beaucoup et sur lequel je reviendrai volontiers, pour lequel il y a d'énormes efforts qui sont en train d'être faits par l'industrie avec des objectifs sur 2030 et 2050 très ambitieux dont je pense qu'ils seront réalisés. C'est quand même une bonne nouvelle parce que le bateau est de loin le transport le moins polluant à la tonne transportée, environ 20 fois moins que le camion, et environ 100 à 200 fois moins que n'importe quel avion. Et un porte-conteneur, ces bateaux énormes, gigantesques, dont je dois dire moi-même, dont ça a été toute la vie, quand je les vois, je me dis c'est trop, quoi, si vous voulez. Mais en revanche, un porte-conteneur de 15 000 tonnes, c'est l'équivalent de 150 km de camions, les uns derrière les autres, pare-choc contre pare-choc, vous imaginez la pollution. Donc tout ça sont des problèmes. Vous avez l'activité, bien sûr, de la pêche dont on parlait. On va atteindre maintenant plus de 200 millions de tonnes au niveau mondial, à peu près réparties moitié-moitié entre la pêche et l'aquaculture. L'aquaculture étant bonne pour les hommes et très souvent bonne pour l'environnement, parfois détestable. Donc vous avez le développement de ces activités-là sur le plan économique, donc les activités traditionnelles, et puis les activités nouvelles qui sont celles dont je parlais tout à l'heure, hein, qui vont de l'énergie, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là il faudrait passer la journée. On va peut-être se pencher maintenant sur la fragilité de cet écosystème qui est agressé. Oui, absolument. Alors fragile d'abord parce que c'est un monde limité. Moi je fais partie d'une génération qui est à la fois la génération des convertis sur le plan de l'environnement et des inconscients. Au moment où j'ai commencé à travailler il y a quelques années, on ne savait pas. Hein. Donc tout ce qui compte, c'est la prise de conscience. Quand on a une prise de conscience, on est coupable de ne pas agir. Avant, on est plutôt innocent. Mais après, on n'a plus d'excuses. Et la mer nous paraissait absolument immense. Et quand on allait sur la plage, par hasard, s'il y avait du pétrole, c'était embêtant pour les pieds, mais on se disait, mais c'est tellement grand, etc. Et en fait, c'est un monde fragile, c'est un monde limité. Vous mettriez toutes les mers du monde, y compris les fosses Mariannes, toutes les mers du monde dans un cube. Ce cube ferait seulement, entre guillemets, 1100 km de côté. Donc ça montre bien que c'est un monde limité. C'est un monde qui est extraordinairement agressé. Je parlais tout à l'heure des acides, de l'acidification des océans, qui est un vrai problème du fait de l'absorption des émissions. On parlait des plastiques. Je vais terminer par les plastiques parce que comme ça lancera mon ami Marc. Je corrige juste une chose. Le plastique est au fond des mers. C'est 450 ans minimum jusqu'à l'infini. Une carte bancaire, on ne sait pas. Ça peut être 1000 ans, 2000 ans, etc. Bon. La surpêche, bien entendu. Donc ça, c'est le problème des ressources halieutiques sur lesquelles on peut revenir, étant entendu que... on voit que quand on fait des efforts dans ce sens-là, ça marche. Ben, bien sûr, il y a le thon, l'exemple le thon du thon rouge en Méditerranée, et on sait parfaitement qu'il y a à peu près... On pêche 2 fois trop, globalement. Contrairement à ce que disent des ONG extrémistes, ce n'est pas 90% des mers qui sont en surpêche. Vous avez à peu près 40% en surpêche, 40% qui sont au niveau maximum, donc pas en surpêche, mais, et 20% qui sont en surpêche. Mais grosso modo, la surpêche, l'effet de la surpêche, c'est on pêche à peu près, comment dirais-je, le braconnage, on pêche, là il y a une responsabilité extrêmement lourde des États, c'est la moitié de la pêche totale.
Donc on réglerait le problème du braconnage d'une part, et d'autre part en prenant les mesures, et là-dessus l'Europe montre la voie, il n'y a absolument aucun doute. Nos amis pêcheurs d'ailleurs deviennent de plus en plus responsables, ça fait partie, on y reviendra sur les raisons d'espérer. Donc il y a une amélioration. Il y a les accidents. On parle pas, mais par exemple, on parle tous de Fukushima sur le plan de l'accident nucléaire, mais évidemment, mais ça a été un tsunami d'abord qui a créé cet accident nucléaire et qui a fait que vous avez à peu près d'un seul coup 6 millions de tonnes qui sont allées à la mer. 6 millions de tonnes de déchets, de locomotives, de stockage de citernes, 6 millions de tonnes, dont une partie a coulé à peu près dans les eaux sur place, et l'autre partie, se dissolvant peu à peu, se retrouve dans les grands gyres océaniques. Et puis, quand même, avant de dire un mot des plastiques, puisque je voudrais terminer par ça, le fait que la mer est encore largement inconnue, ce qui est un facteur à la fois de méfiance, enfin il faut se méfier de nous-mêmes, et un facteur d'espoir. On connaît à peu près 280 000 espèces, on estime qu'il y en a à peu près 2 millions. Il y a 500 hommes qui sont allés sur l'Everest, des centaines qui sont allés dans l'espace. Vous avez simplement 2 personnes qui sont descendues au bas des fosses Mariannes. Et on a découvert il y a simplement quelques dizaines d'années que ces grands fonds qu'on pensait, à cause de la pression, de la rareté de l'air, être totalement inhabités, sont foisonnants de vie, avec des poissons qui ressemblent à des dinosaures, avec des choses horribles d'ailleurs, mais la vie foisonne. Donc il y a cet aspect inconnu que je voulais signaler. Et puis je terminerai en revenant sur les plastiques, ce qui va lancer mon... Sur ça, juste avant d'enchaîner sur les plastiques, l'expédition 7e continent, justement, oui. C'est en lien. Expliquez-nous déjà ce que c'est, parce que ça va pouvoir faire le lien. L'expédition 7e continent n'est pas une grosse association, c'est une association modeste, mais hyper efficace. On a eu l'extrême honneur... Je ne comptais pas du tout en parler, mais je ne peux pas ne pas le dire, d'être sélectionné d'ailleurs par différentes autorités françaises et européennes pour accueillir au moment du congrès de l'ICN, à bord de notre goélette de seulement 26 mètres, le président de la République, le président Charles Michel de l'Europe, le vice-président Timmermans de la Commission, Nicolas Hulot, Barbara Pompili, enfin donc ça nous a donné un coup de projecteur. Alors, je vais vous le dire, mais je ne pouvais pas ne pas le dire quand même, parce que on a bien besoin d'aide et ça va nous aider pour trouver les financements dont nous avons besoin. Nous travaillons avec 17 laboratoires, dont tous ceux que vous connaissez, l'IFREMER, le CNRS, etc. Nous embarquons des chercheurs à bord, nous faisons des expéditions, nous avons fait en particulier dans les grands gyres océaniques, là, qui sont ces vortex où se retrouvent tous ces déchets, et tout le plastique, etc. C'est quelque chose, la collecte de données, c'est tout un art, c'est toute une science. Hein. Donc on a des scientifiques à bord, on a notre équipage, on les catalogue, etc. Et après, pendant des années, 1 an, 2 ans, etc., ces laboratoires travaillent pour examiner les conséquences que peuvent d'abord comment se comportent ces plastiques, comment vont-ils, et c'est comme ça qu'on a découvert que non seulement ils se fragmentaient, mais ils se fragmentaient jusqu'à des... Ça c'est le 7e continent qui l'a découvert, jusqu'à des volumes 36 000 fois plus petits qu'un cheveu. Et c'est ça le vrai danger, c'est cette fragmentation. Alors, il y a toutes les tailles, donc vous avez ceux qu'on retrouve dans les estomacs des mammifères, vous avez ceux qu'on ne voit pas à l'autre bout de la chaîne, ceux dont je viens de parler, et puis vous avez toutes les tailles intermédiaires de micros, de nanos, etc., et qui, transportés, flottant plus ou moins, il y en a une partie qui coule, il y en a une partie qui flotte, exposés au soleil, charrient, il y a des phénomènes chimiques qui se créent, charrient des métaux lourds, qui sont un véritable poisson. Donc ça, c'est du poison à l'état brut. Et puis, quand c'est tout petit, nano ou super nano s'infiltrent dans le plancton. On ne sait pas encore, mais ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences. Et il y en a dans le monde entier. Donc c'est ça que fait 7e continent. Il n'est pas le seul, mais il est Qu'est-ce que vous lui avez dit au président de la République ? Alors le président de la République, on l'a convaincu d'une chose, et on était ravis, mis à part le petit coup d'amour-propre qu'on a eu de les avoir tous à bord, parce que il y avait là, il n'était pas seul, hein, mais on les a vraiment convaincus, et merci de me poser la question, tout ce plastique qui va dans les océans, sur lequel je vais dire un mot avant de lancer Marc, ça sera très bref, je vous le promets, vient à 80% de la Terre via les rivières. Quand vous jetez quelque chose dans une forêt, vous avez une chance sur 2 qui est loin d'une mer, loin d'une rivière. Mais par les rivières, les affluents, l'eau de pluie, etc., ça se retrouve dans la mer. Et ce qu'on lui a appris d'absolument essentiel et qu'il faut savoir, parce que ça nous rend furieux, c'est que vous avez des grands noms, j'en donnerai pas, qui, pour faire de la communication, arrivent à obtenir des millions pour ramasser du plastique en mer.
sur quelques kilomètres carrés, etc., etc. Ils y arrivent, ils ramassent 20 tonnes avec beaucoup de travail, beaucoup de millions, etc., alors qu'il y a 10 millions de tonnes par an minimum. L'estimation est entre 10 et 30 millions de tonnes, 10 millions de tonnes par an minimum, qui vont par les rivières dans les mers. Donc la vraie question, la vraie problématique, c'est celle d'empêcher, ça demande beaucoup d'argent, ces plastiques d'arriver dans la mer. Fabriqués. Donc on l'a convaincu, et on a convaincu les gens qui étaient là avec des démonstrations que je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui, que tout cet argent mis en aval ne sert à rien. On se fait beau, on communique, etc. Mais c'est tellement éloigné, c'est 1/100000e de la dimension du problème que tout l'argent, il faut le consacrer sur l'essentiel. Ça, c'est le message principal dont on a convaincu. Et alors, peut-être donc oui. mes 2-3 mots sur le plastique. Donc, en 1950, on produisait 1 500 000 tonnes de plastique. En 2020, 380 millions, bientôt 700 millions. Sur ce plastique, il y a environ en 2015... le chiffre de 2015, 7 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produits, 9% seulement recyclés, 12% incinérés. Oui, parce qu'aujourd'hui encore, on recycle très très peu. Encore le plastique, 5%, ça, je crois, du plastique dans le monde qui est recyclé, 9%, un peu plus. 9%, un peu plus. Oui, Bon. 9%. Et on accélère, ça accélère bien quand même. Hein, donc, 30% en Europe, 28% en France. Mais la moyenne mondiale est de 9%. Donc, si vous voulez, il y a là une agression. Alors, là aussi, c'est ambigu. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Il ne faut pas être contre le plastique. Il faut être contre le plastique qui pollue les océans. Parce que le plastique nous rend un tas de services, honnêtement, que ce soit dans le domaine médical et autres. Et c'est grâce au plastique, peut-être dans le débat, on pourra le dire, que ce n'est pas les conventions internationales, que les baleines ont survécu. Parce que vous savez, les baleines de colle, les baleines de parapluie, les baleines de... c'était fait avec les fanons de baleines. Il y avait un grand intérêt économique à aller chasser la baleine. Quand on a découvert le plastique, cet intérêt économique a disparu, etc. Donc le plastique, se dire on est contre le plastique, ça ne sert à rien. Il faut se battre intelligemment, donc pas après qu'il soit, mais pour qu'il n'arrive pas dans les océans, et pas dire il ne faut plus de plastique demain, parce que c'est tout simplement pas réaliste. Alors, Marc Chevalier, on revient avec vous, parce que la deuxième étude que vous avez menée au Césaire sur la Méditerranée, ça concerne justement les plastiques, avec énormément de spécialistes qui ont été interrogés, ce qui vous a permis d'émettre des préconisations. Si vous permettez, je voudrais dire un mot simplement sur la richesse, la biodiversité de la Méditerranée. Les océans représentent 80% de la biodiversité terrestre. Et la Méditerranée elle seule, qui n'est que 1%, de la surface, je vous l'ai dit tout à l'heure, abrite 30% d'espèces endémiques, 8% de la faune et 18% de la flore marine terrestre, ce qui est extrêmement important. Alors, pour les plastiques, je réponds à votre question, asseyez-vous bien. La Méditerranée reçoit tous les jours l'équivalent de 500 conteneurs de 20 mètres cubes tous les jours. C'est-à-dire 10 000 mètres cubes par jour de plastique qui sont déversés en Méditerranée. Faites le compte, ça fait plus de 3 millions de mètres cubes par an. C'est 2 camions toutes les demi-heures. Voilà ce que reçoit la Méditerranée, c'est-à-dire à peu près 240 000 tonnes. Et compte tenu, si nous ne faisons rien aujourd'hui, on passera de 240 000 tonnes à 400 000 tonnes en 2050. C'est dire qu'il y aura plus de plastique que de poissons en Méditerranée. Alors, ce plastique, que devient-il? Francis en a parlé, microplastique, macroplastique, nanoparticules. Nanoparticules, j'étais à une conférence hier à Agde avec des biologistes, on en trouve au fond des mers, on en trouve à surface de la mer, on en trouve en haut du Canigou, en haut du Mont Blanc, et toutes les semaines, chacun d'entre nous, nous inhalons l'équivalent d'une carte de crédit de nanoparticules. Aucune aujourd'hui étude médicale n'est en cours, on commence quand même, on n'a pas aucun résultat sur ce qui va se passer sur notre corps, notre santé. Une moule aspire et filtre 20 litres par jour d'eau et a 300 particules dans sa coquille quand on la déguste. C'est dire que nous sommes dans un environnement complètement pollué par le plastique, sans savoir quelles sont les conséquences. L'IFREMER trouve systématiquement dans ses analyses sur les tortues, sur les oiseaux, sur tous les poissons, du plastique dans leurs estomacs. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça parce que la Méditerranée va devenir, si ça continue, une mer morte. Alors, que faire? Le plastique, il ne faut pas l'interdire, on ne pourra pas l'interdire, mais il faut moins l'utiliser.
Il faut moins l'utiliser parce que d'abord, il faut avoir des plastiques qui soient biodégradables ou il y a des plastiques qui ne sont même pas recyclables parce que c'est du monomère, on ne peut pas les recycler. Alors, je soufflais tout à l'heure 28% en France de recyclables, 30% en Europe, c'est largement insuffisant. Dans les pays riverains du Sud, on ne recycle rien du tout. Je vous rappelle que les poubelles et les sacs de plastique viennent à coups de bulldozer en Méditerranée sur nos rives, en face, et que donc on a un problème absolument considérable à régler. Alors, sur cet état des lieux, qu'est-ce que nous avons décidé, qu'est-ce que nous avons préconisé au Césaire? C'est une palissade, le plastique, le meilleur plastique, c'est celui qu'on n'utilise pas. On a auditionné, comme disait Virginie, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'entreprises, des chercheurs, etc., à peu près 40 personnalités. Les producteurs de plastique disent, nous, c'est un marché. Tant qu'on aura de la demande, on fabriquera. Alors, à ceux, on répond, vous fabriquez, mais fabriquez au moins des plastiques biodégradables ou des plastiques transformables. Brune Poisson, je vous rappelle, qui a été ministre de l'écologie, a obtenu, il y a 4 ans, de Coca-Cola, Orangina et plein de fabricants de bouteilles plastiques, qu'elles soient au moins biodégradables et recyclables en 2025. On est en train de légiférer en Europe. Il y a un traité de Barcelone qui n'est pas très suivi, mais qui existe, sur ces plastiques. Il faut absolument éviter des plastiques qui ne sont pas recyclables et qu'on brûle. Parce que quand on brûle du plastique, ce qui est le cas dans les stations, eh bien, on envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, premièrement, éviter de fabriquer des plastiques qui ne soient pas biodégradables et qui ne soient pas transformables, ou en tout cas recyclables. Deuxièmement, les utiliser moins. Alors ça, c'est l'affaire de tous. 49%, très exactement, des plastiques sont des plastiques utilisés pour tous les jours. Ce sont des emballages. Et c'est ceux-là qu'on retrouve sur les plages. Donc ces plastiques, quand vous allez au supermarché, pensez-y, achetez des salades en vrac, achetez des carottes en vrac et évitez les sacs de plastique. Alors maintenant, on commence à avoir des sacs en papier. Dans les institutions, dans toutes nos institutions, on a des bouteilles en verre, des verres en verre ou des verres en carton et des pailles en maïs ou je ne sais pas trop quoi. Donc tout ça, c'est important. Mais c'est à chacun d'entre nous, c'est aux consommateurs à faire en sorte qu'on utilise moins de plastique. Alors, sur nos grandes préconisations, je vais être court, nous avons décidé d'organiser en octobre 2022 à Montpellier un grand colloque international des pays riverains, il y a 22 pays riverains, je vous l'ai dit, pour essayer de comprendre comment ils gèrent leur plastique. Le plastique, encore une fois, c'est 95% des déchets qu'on trouve en mer. Comment gèrent-ils leurs déchets? Quelles sont les lois qui les régissent? Quels sont leurs moyens, de façon à ce qu'on trouve une solution? Pour nous, pays du Nord, et nous travaillons dans le cadre de l'Eurorégion avec les Baléares et la Catalogne, l'Occitanie, tous les trois, on est allés avec le président du Césaire faire des conférences à Palma, à Barcelone. On se réunit le 9 et le 10 novembre prochain à Montpellier pour mettre en place un projet sur ce colloque et essayer de faire comprendre à nos amis, il faut commencer par balayer devant notre porte, parce que nous, Français, on envoie en Méditerranée 10 000 tonnes de plastique par an. Idem pour l'Italie et l'Espagne. Ne parlons pas de la Turquie et de l'Égypte qui sont à 120 000 tonnes ou 140 000 tonnes. Mais commençons à balayer devant notre porte avant d'aller prêcher la bonne parole aux autres. Mais ce qui est important dans ce colloque, c'est qu'on pourra essayer de montrer aux gens que si on ne prend pas une urgence, la Méditerranée est une urgence, la Méditerranée, nous ne pourrons pas la sauver. Or, la Méditerranée, je vous rappelle, c'est notre patrimoine commun, c'est le berceau de notre civilisation, et c'est une mer nourricière. Donc, admettez que la Méditerranée devienne mer morte, ce serait véritablement un cataclysme. Et puis, on a des actions importantes. Il y en a une très belle que j'aime beaucoup. C'est tout ce qu'on fait dans les écoles, tout ce que les associations font dans les écoles. Ils vont voir les enfants et leurs professeurs. Et ils disent ce qui se passe avec le plastique qu'on laisse sur la plage, avec le mégot de cigarette qui reste pendant 120 ans dans le sable. On a, sur une après-midi, entre la Grande Motte et Maglone, on a sorti quelques 50 000 mégots avec les râteaux. On a 102 associations en Occitanie qu'il faut soutenir. Et on a fait une préconisation financière qui sont des bénévoles et qui vont ramasser du plastique. Dans le cadre du Parlement de la mer, on les a équipés de gants, de pesons, de pinces, de sacs pour qu'ils fassent des trucs. Or, le tri, collecte, tri,
recyclage est quand même quelque chose d'important. Donc il faut commencer par recollecter et trier. Donc on encourage toutes ces associations à faire ça. Et puis on a posé des problèmes évidemment techniques. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a préconisé, mais on demande une intervention beaucoup plus importante des mairies pour qu'on contrôle ce que fait. Si vous saviez le nombre de milliers de masques que vous avez qu'on ramasse sur les plages aujourd'hui, mais tous les jours ce sont des milliers de masques. On ne sait pas ce qui va devenir dans l'eau, mais tout va dans l'eau. 85% vont dans l'eau. Les rivières, on commence à trouver des solutions, on essaie de trouver des solutions pour avoir des espèces de filtres, des grillages assez serrés pour essayer de récupérer, c'est ce que me disaient les biologistes hier, et puis analyser ce qui se passe. Les rivières, c'est 14% de tout ce qui va en mer. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, on a vraiment l'intention d'agir sur ce plastique, utiliser moins de plastique, fabriquer moins de plastique, essayer d'avoir du plastique biodégradable, des plastiques qu'on peut transformer sans envoyer dans l'atmosphère tout ce qui se passe. Francis Valette, d'où la nécessité d'un développement durable pour nos océans, pour toutes nos mers. Je vais y venir, je voulais simplement préciser, en écoutant Marc, c'est très très important, vous me demandez ce que fait 7e continent. On organise aussi énormément d'opérations de ramassage, etc., qui sont terrifiantes d'ailleurs, donc terrifiantes d'efficacité aussi, mais terrifiantes par ce qu'on y trouve. Donc quand je parlais tout à l'heure, le combat en aval est foutu, c'est pour le plastique une fois qu'il est en mer, mais sur le littoral, ça vaut le coup d'y aller. Et la deuxième mission de 7e continent d'ailleurs, c'est chaque période de printemps et d'été d'aller dans tous les ports. Avec tout son matériel d'explication, etc. Et cette mobilisation, là par exemple, on a fait toute la Corse. Parce que malgré tout, vous gardez des raisons d'espérer. Oui, absolument. Et sur lesquelles il faut insister. Alors, j'ai pas envie que vous vous disiez, mais c'est du boniment, c'est un utopiste. J'ai envie d'insister sur les raisons d'espérer, les raisons de s'inquiéter, on vient de les entendre. Les raisons d'espérer, on ne les entend pas assez. Et je crois que c'est très très important parce qu'on ne sauvera jamais. L'homme est le principal prédateur, c'est vrai, mais il fait lui-même partie de la chaîne de la nature. C'est de prédateur en prédateur. Est-il coupable pour ça ? Oui, à partir du moment où il est conscient qu'il est prédateur, là, il devient coupable. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la prise de conscience. Mais on ne sauvera pas la planète, et donc l'humanité, contre l'homme, mais avec l'homme. Et la première, sinon ça ne marchera jamais. Donc la première condition, c'est que lui-même, il y croit. Et que des pays, en particulier le nôtre, les indices, même sur ces sujets-là, montrent qu'on est un des pays les plus pessimistes du monde. Le pessimisme, c'est pas mobilisateur. Alors, et vous dites d'ailleurs, quand on fait, on reviendra, mais vous donnez beaucoup d'exemples dans votre livre, Notre avenir s'écrit dans l'océan, que vous avez coécrit. C'est un dialogue entre vous et Isabelle Autissier, d'ailleurs, qui est un livre passionnant où vous abordez tous ces sujets. Et vous allez dédicacer d'ailleurs juste au niveau 3 tout à l'heure. Je vous encourage vraiment à le lire. C'est passionnant quand on arrive à rendre abordables des sujets aussi complexes. Et votre dialogue à tous les deux est très enrichissant à ce niveau-là. Et vous dites, quand on le fait, ça marche. Il n'y a qu'à voir pour le dégazage sauvage, qui était un exemple de choses où on disait on ne pourra rien faire. Alors, vous avez raison. Je comptais terminer par ça, mais je vais commencer par ça, puis après, il y a d'autres raisons d'espérer concrètes que je pourrais citer, mais ce sont évidemment les plus importantes. Étant entendu que le livre que vous citez, donc, dont je vous parlerai tout à l'heure à midi pour ceux qui veulent, écrit avec Isabelle Autissier, vous imaginez bien, Isabelle Autissier, présidente du WWF, moi qui viens du monde de l'économie, on a des sensibilités différentes, mais c'est encore une autre raison d'espérer, c'est que si les hommes et femmes, ils le fient, de bonne volonté se parlent entre eux, ça peut être efficace et faire bouger les choses. Il faut briser un certain nombre de tabous. Alors, vous parlez des dégazages. Avant, je vais vous donner un autre exemple encore plus, qui n'est pas spécifiquement maritime, mais je fais partie d'une génération, et les plus anciens d'entre vous ici s'en souviendront, et même pas, c'est pas si vieux que ça, qui considérait que le problème de la couche d'ozone était insoluble. Il y a 20 ans, pas plus que ça, hein. Le trou d'ozone, de la couche d'ozone s'étendait chaque année, on ne voyait pas comment faire, avec des conséquences terribles sur les rayons ultraviolets, sur le réchauffement de la Terre déjà, et des conséquences climatiques, et on ne voyait pas comment faire. Et vraiment, je prends un témoin ici, les gens même plus jeunes que moi qui ont connu ça, c'était terrifiant. On disait, mais c'est impossible, on n'y arrivera pas. Eh bien, par l'action des hommes, qui sont des conférences à Montréal, des ceci, des cela, l'interdiction d'un certain nombre de matériel, l'interdiction des gaz CFC dans les frigidaires, enfin tous ces trucs-là, etc. C'est gagné. C'est gagné.
Aujourd'hui, la couche d'ozone se reconstitue de l'équivalent d'à peu près 2 fois la surface de l'Inde chaque année, et on estime qu'en 2050, elle sera totalement reconstituée. Et croyez-moi, on n'y croyait pas du tout à l'époque, ça paraissait impossible. Donc c'est un bon exemple que ça vaut le coup de se battre, même quand le combat paraît désespéré. L'autre exemple, il est plus européen, il est plus proche de nous, il est plus maritime, il concerne donc les océans. C'est effectivement, Marc et moi, nous faisons partie d'une génération d'hommes de mer, d'armateurs, comme je disais tout à l'heure, qui n'avaient pas conscience de l'importance, en tout cas moi, c'est sûr, et qui aient eu des comportements coupables. Mais je ne savais pas. Alors, ce que je peux vous dire après, c'est que ça m'a dopé pour être Un fervent défenseur. combattant. Bon. Et entre autres, il y avait, alors nous très tôt quand même, on s'en est rendu compte, je vous avais parlé tout à l'heure de ma guerre contre les navires poubelles, contre les dégazages, on s'est quand même très vite rendu compte que ça devait pas être aussi innocent que ça. Donc je les ai interdits dans mon armement. Les États ont évolué, ils ont fait des stations de déballastage, mais c'est pour aller déballaster, c'est-à-dire jeter les eaux usées, les résidus, etc. Ça coûtait comment dirais-je, trop cher par rapport aux amendes qui étaient possibles. Et bref, il y avait des dizaines de dégazages par semaine dans les eaux européennes. Et on s'y est mis petit à petit. L'Institut français de la mer, auquel nous appartenons tous les deux, notre ami Michel Tudesque, etc., a été à la pointe du combat. Et avec une femme formidable qui s'appelait Loyola de Palacio, qui était commissaire européenne, on a mis en place ce qu'on a appelé les paquets Erika 1, Erika 2, etc., dont la création d'agences européennes de sécurité. Et vous savez, la victoire a toujours plusieurs mères et la défaite est orpheline. Je peux vous dire, l'Institut français de la mer et Loyola Palacio sont les parrains de ces systèmes. Et pour les dégazages, on a simplement fait des choses de bon sens, accru les phénomènes de connaissance, utilisé les satellites pour ça. Pour les sanctions, on a spécialisé des tribunaux pour rendre des magistrats compétents. Il y a 3 tribunaux en France qui s'occupent de ça. On a multiplié par 10 les amendes. Et aujourd'hui, on peut considérer que le problème des dégazages, qui était un massacre de nos océans, est réglé en Europe. Vous avez toujours de temps en temps un dégazage. Il fait la une des journaux télévisés, etc. Donc voilà, c'est un combat qui a été gagné. Juste, Marc voulait réagir là-dessus. Oui, moi je suis très confiant parce que, au-delà de ce que dit Francis, aujourd'hui, il y a des décisions internationales qui sont prises. Je veux parler de la décarbonation du transport maritime. Je veux parler des carburants de synthèse qui sont là. On a l'hydrogène, on a le méthanol, il y a un armateur, le plus grand armateur du monde, alors on est déjà passé au GNL, au gaz naturel liquéfié, qui pollue beaucoup moins. Les particules de soufre, on n'en parle plus. Et demain, ce sera le méthanol, ce sera l'hydrogène, etc. Et donc, il y a des décisions qui sont prises qui sont très encourageantes. Et je rejoins Francis, il faut être optimiste parce que, 1, les États s'y mettent. 2, on en parle de plus en plus. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas une télévision qui ne parle pas de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, etc. La prise de conscience du peuple et des enfants et de la nouvelle génération qui manifestent là-dessus. Donc, soyons confiants, mais c'est à chacun d'entre nous d'agir, chacun à notre niveau. La raison d'espérer aussi, Oui. vous le dites, c'est que d'abord, sauver la planète, parce qu'on n'a qu'un seul, c'est le seul avenir possible pour l'humanité. Deuxième chose, vous dites, quand il y a la connaissance et l'amour, on a envie de protéger ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Donc plus on en parlera, plus on sensibilisera, plus il y aura une volonté d'agir pour protéger. Oui, absolument. Alors la question, c'est celle du rythme. Et vous verrez bien dans le livre que là-dessus, on a des appréciations qui sont un peu différentes entre Isabelle et moi, mais on est d'accord sur cet objectif essentiel. En citant, parce que je voudrais que ça soit plus concret, le pétrole, par exemple. Bon, ok, ça va diminuer, mais pour l'instant, la consommation de pétrole, les transports de pétrole n'ont jamais cessé d'augmenter, par exemple, depuis 20 ans. Eh bien, même malgré cette augmentation, on a divisé par 20 les conséquences de pollution du pétrole. Donc ça vaut le coup, et je vous assure, ça a été des combats acharnés. La pêche est de plus en plus contrôlée. Les grands fonds marins qui inquiètent tout le monde. La bêtise, ça serait de faire un moratoire de la connaissance et de l'exploration des océans qui a été demandé par certains extrêmes. Ça, c'est de l'obscurantisme. On ne protégera mieux les océans aussi qu'en les connaissant mieux. En revanche, un moratoire conditionnel pour les grands fonds marins, les richesses qu'il y a au fond, tout ça se met en place et véritablement
multiplie les raisons du croire. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une sorte de course à l'échalote, et on ne peut pas donner non plus, et il faut le savoir, complètement tort aux pessimistes qui diront « vous n'y arrivez jamais, raison pour accélérer le pas ». Je dis simplement, moi, on peut encore y arriver, et je vois effectivement cette mobilisation dont vous parlez, et je terminerai, moi, pour ma part, mon propos avec ça. Les opérateurs, les professionnels, qui, comme toujours, il y a un phénomène de bascule. Ceux qui font le plus d'efforts, ça leur crée aussi plus de charges, donc ils sont plus chers, ils hésitent, ils sont plus ou moins convaincus, et puis à un moment donné, il y en a suffisamment qui ont fait des efforts pour que l'intérêt de cette minorité de plus en plus grande soit que les salopards se fassent condamner, soient éliminés du marché. Je crois vraiment qu'on est très très proche de ce phénomène de bascule. Et ma dernière phrase, c'est promis, quand vous allez dans n'importe quel colloque, conférence, de professionnels de la mer dont le premier souci, normalement, est économique et pas de protéger la mer. Il y a encore quelques années, ils prenaient le micro pour parler des coûts, de la nécessité de la baisse des coûts, etc. Aujourd'hui, ils sont tous obligés de parler de la qualité. Ils le font tous. Alors vous pouvez dire, c'est hypocrite. Qu'est-ce que ça peut faire ? Comme disait La Rochefoucauld, l'hypocrisie, c'est un hommage que le vice rend à la vertu. Ce qui compte, c'est ce qu'ils sont obligés de faire du fait de la pression sociale et de plus en plus économique qui s'exerce sur eux de la part des acteurs qui, eux, ont déjà fait les efforts. Et je répète, je considère que dans un certain nombre de secteurs, on est certains ont déjà basculé, on est proche de ce phénomène de bascule, donc ça vaut le coup. Mais cela dit, si on relâche la tension pendant 6 mois, ça peut repartir. Donc, alors juste, on dépasse de 2 minutes, mais je ne peux pas vous laisser partir sans parler de la Méditerranée et des drames qui ont lieu chaque année, parce que vous êtes aussi engagé dans SOS Méditerranée, et parce que la mer Méditerranée, aujourd'hui, c'est un lieu terrible. La leçon des marins, c'est le devoir de tous les marins de porter secours à celui qui est en perdition. Et la situation actuelle, c'est que plus de 20 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014. Oui, maintenant on est à plus de 20 000, on doit être plus près de 30 000. D'abord, je vous remercie. Je vous avais demandé avant de terminer par ça, parce que je considère comme un devoir à chaque fois que j'interviens d'en parler, et puis emporté par l'élan plastique, j'étais en train de me faire dépasser, ce que je regrette d'autant plus. Ça aurait frustré ici des amis des SOS Méditerranée qui sont dans la salle. Je vois Jean-Pierre Lacan, qui est le responsable hyper actif et efficace et engagé de SOS Méditerranée en Occitanie. Alors là-dessus, si vous voulez, pour moi, c'est très simple. Les problématiques migratoires sont compliquées. Nous n'avons pas la légitimité ni la compétence pour les régler, c'est la compétence des États. SOS Méditerranée ne fait pas de politique. Le seul langage politique, c'est de dire aux politiques et aux États, mais bougez-vous. Votre responsabilité est d'avoir une stratégie. On sait que c'est compliqué, mais votre devoir, c'est pas de mettre le problème sous le tapis, c'est d'avoir une stratégie. Et nous, ce que nous disons à l'appui de ce langage, le sauvetage, c'est une chose très simple. Quelqu'un est dans l'eau, il va se noyer, on le ramasse. Ne pas confondre avec le problème des problématiques migratoires. Nous sommes d'ailleurs soutenus par un tas de gens d'origine très diverses, que ce soit sur le plan social et sur le plan politique, qui ont en commun une seule chose, qui est de dire, quelle que soit la difficulté de la solution ne peut pas être qu'il coule. La variable d'ajustement, ce ne sont pas ces hommes, ces femmes et ces enfants, où depuis le début de la crise des migrants, depuis le temps qu'on était à 48 000, on doit être à près de 50 000, hein, parce que là vous avez parlé des chiffres depuis 2015. Moi j'adore la Méditerranée, vraiment. Et je suis un homme de mer, j'adore nager, faire de la voile, etc. Mais penser qu'il y a 50 000 cadavres, au fond, ça doit quand même nous faire quelque chose. Et si on les laisse couler, c'est ça notre conviction. Entre nous, on ne parle jamais de ce qu'il faut faire après. On parle simplement du fait de les sauver. On se concentre là-dessus parce que ça, c'est simple et il faut le faire. Et si on les laisse couler, moi, je rajoute une dimension sur laquelle on est bien entendu d'accord. Ça met en cause, c'est nos valeurs, c'est notre âme qui va couler avec. Et c'est notre identité. C'est là que nos adversaires, que je comprends, moi je ne méprise pas les gens qui ont peur, on leur parle de la grande invasion, du grand remplacement, Je comprends que tout ça soit anxiogène. Ce qui est anxiogène d'ailleurs, c'est de rien faire, d'où la nécessité pour les États d'agir. Mais
si notre âme coule, si les valeurs coulent, c'est notre identité européenne. On s'est tapé sur la gueule pendant des siècles, on a fait des guerres, ça a pris du temps, mais elle existe, c'est un chapelet de valeurs, dont la non-assistance à personne en danger exacerbée chez les gens de mer, dont le respect de la vie. Si on les laisse couler à un moment ou à un autre, notre identité, nous ne serons plus crédibles. D'abord, à aller prêcher le monde entier sur l'humanisme, nous ne serons plus crédibles à un moment ou à un autre. Et puis, véritablement, cette identité qui nous constitue aujourd'hui, après tant de siècles chargés d'histoire, eh bien, nous la ferons disparaître. Merci beaucoup. On pourrait encore échanger très longtemps. Je vous propose de finir, si vous avez des questions, juste après ces échanges. Je vous demande d'applaudir Marc Chevalier et Francis Valade. Je vous rappelle ce livre que vraiment je vous conseille de lire, Isabelle Autissier, Dialogue avec Francis Valade. Notre avenir s'écrit dans l'océan. C'est aux éditions Bayard. Juste au-dessus, vous allez dédicacer sur le stand de Cultura au niveau 3 à midi précise, c'est-à-dire dans quelques minutes, le temps d'y aller. Merci à tous les deux d'être venus échanger avec nous. Je vais juste vous rappeler qu'il y a dans le cadre du débat public sur les éoliens flottants, vous êtes juste au 3e niveau aussi, c'est ça ? Voilà, donc ils sont partout et ils sont là pour recueillir vraiment les témoignages des uns et des autres sur l'éolien flottant. C'est dans le cadre du débat public national qui est organisé sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller discuter avec eux parce que c'est un sujet dont vous, en tant que citoyen, vous pouvez aussi et vous devez vous emparer. Et voilà, n'hésitez pas. Merci à tous d'être venus nous écouter. Ça va s'enchaîner. Il y a d'autres rencontres inspirantes. Vous avez le programme qui vont avoir lieu dans cette salle. À 12h, la remise des prix de l'innovation. Et puis, nous nous retrouverons aussi à 13h30 pour une rencontre très intéressante sur l'agroécologie. Merci.